phénotype souhaité et de regarder si ces mutants sont mutés dans le même gène ou bien dans des gènes différents. Et de cette manière, on va essayer de caractériser le maximum de gènes impliqués dans le caractère étudié. Donc, pour ça, on va croiser les mutants entre eux pour voir s'ils sont mutés dans le même gène ou pas. Ça s'appelle un test de complémentation fonctionnelle. Et pour effectuer un test de complémentation fonctionnelle, il faut en premier lieu s'assurer que le phénotype de chacun des mutants est récessif par rapport au phénotype sauvage. Si on ne s'assure pas de ça, si on a un mutant qui a un phénotype dominant, lorsque l'on le croise par la souche sauvage, ça va donner le phénotype dominant, et lorsque l'on le croise par n'importe quel autre mutant, ça va toujours donner ce même phénotype dominant. Donc fonctionnellement, on ne peut tirer aucune information de ça. Donc dans un premier temps, par quoi faut-il commencer? Il faut commencer par analyser le phénotype de chacun des mutants lorsque l'on croise par la souche de référence. Qu'est-ce que ça donne? Okay. Et donc là, il faut s'assurer que à chaque fois, lorsque l'on croise un mutant par la souche sauvage de référence, on obtient bien un phénotype sauvage. D'accord? C'est ici le cas, ça montre que le phénotype Gal+ est dominant par rapport au phénotype de chacun des 3 mutants. Donc là, à partir du moment où on a statué là-dessus, on peut déterminer si ces mutants sont mutés dans le même gène ou pas. Pour ça, on les croise entre eux. Donc là, vous avez typiquement un tableau de test de complémentation fonctionnelle où on croise chacun des mutants entre eux. Et on regarde le phénotype des diploïdes. En l'occurrence, est-ce que les diploïdes issus de croisement entre 2 mutants Gal- deviennent Gal+, ou bien est-ce qu'ils restent Gal-. OK? Donc là, une fois que vous avez un tableau comme ça analysé, qu'est-ce que vous allez faire pour l'analyse? Donc je sais qu'avec un groupe, on a tout revu. Je voudrais juste le refaire rapidement pour le groupe 3. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ce tableau? Vous allez déterminer, si le but est de déterminer si chacun des 3 mutants est muté dans le même gène que les autres ou pas. Donc, comment vous faites? Vous avez ce tableau. Comment vous lisez ce tableau? On regarde ligne par ligne, OK? Et qu'est-ce qu'on fait ligne par ligne? Donc là, ça, c'est le résultat de la croissance du diploïde issu du croisement, soit M1 par lui-même, soit M1 par M2, soit M1 par M3. Le fait que quand on croise M1 par M1, ça donne un mutant qui ne... On regarde si le phénotype est sauvage ou mutant, exactement. On recherche les plus, on analyse si le phénotype du diploïde est sauvage ou mutant. Oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'on conclut? Si c'est sauvage, c'est qu'il y a complémentation fonctionnelle. Très bien, Léa. Donc, effectivement, là, ce que l'on va faire, c'est pour déterminer si les deux gènes sont mutés, si les deux mutants, si 2 mutants sont mutés dans le même gène ou pas, on va regarder si le diploïde issu du croisement entre ces 2 mutants est capable de croître sur un milieu sans galactose ou pas, en d'autres termes. Est-ce qu'il est devenu Gal+ ou est-ce qu'il est resté Gal-. Si le diploïde est capable de pousser sur un milieu sans galactose, ça veut dire que le phénotype du diploïde ici, là, c'est Gal+. Ce qui veut dire que lorsque vous avez croisé 2 mutants Gal- entre eux, vous obtenez un phénotype Gal+, donc il y a complémentation fonctionnelle. Ça veut dire que le diploïde a récupéré la capacité à croître sur un milieu sans galactose, donc il est Gal+. Donc le défaut qu'il y avait dans le mutant M1 et qui l'empêchait de pousser sur un milieu sans galactose n'est pas le même que le défaut dans le mutant M2 qui lui conférait ce phénotype Gal-. Donc, il y a complémentation fonctionnelle. Quand il y a complémentation fonctionnelle, donc ici, là, il y a complémentation fonctionnelle. Ça veut dire il y a complémentation fonctionnelle. Et quand il y a complémentation fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue génétique? C'est sauvage, il y a complémentation fonctionnelle. Donc, et c'est là le principe du test, là, il faut être capable de dire donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est complémentation. Mutants sont mutés sur des gènes différents. Exactement. Il y a complémentation fonctionnelle, ça veut dire que la mutation, enfin, les gènes mutés dans les deux souches ne sont pas les mêmes et que du coup, chez le diploïde, pour chaque gène, on retrouve un allèle sauvage. Donc, les mutants ne sont pas mutés dans le même gène. Donc, le gène muté dans la souche M1 n'est pas le même que le gène muté dans la souche M2. C'est ça que ça veut dire. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce que je conclus de ça? Ils ne sont pas mutés dans le même gène. Donc, OK. Et maintenant, si j'analyse le croisement de M1 avec M3, qu'est-ce que je conclus là? Le diploïde a un phénotype mutant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle. On est d'accord? Le gène muté, enfin, le gène muté dans la souche M1 est aussi muté dans la souche M3. Ils sont mutés dans un même gène. OK? Donc là, ça veut dire que on conclut que M1 et M3 sont mutés dans un même gène. Attention, il ne faut pas oublier que M3 est muté dans deux gènes. Donc, il y a un gène muté en commun entre M1 et M3. On est d'accord? Et comment on va écrire, lorsque l'on va analyser tout le tableau, comment on va signifier quand deux mutants sont mutés dans le même gène ou quand ils ne sont pas mutés dans un même gène? Qu'est-ce qu'on va établir en faisant l'analyse du tableau là? On va faire des groupes de complémentation fonctionnelle. Donc là, c'est important, là, l'analyse du tableau va permettre d'établir justement ces groupes de complémentation fonctionnelle. Entre parenthèses, on met les mutés dans un même gène, oui. Et donc finalement, un groupe, qu'est-ce qu'on va mettre dans un groupe de complémentation fonctionnelle? Ce qu'elle vient de dire, Léa, là, c'est-à-dire des mutants qui sont mutés dans un même gène. Donc on met dans un groupe de complémentation fonctionnelle les mutants qui ne complémentent pas entre eux. Donc c'est un peu trompeur, hein, le, le nom, puisqu'on appelle groupe de complémentation fonctionnelle un ensemble de mutants qui ne font pas de complémentation fonctionnelle, qui ne complémentent pas entre eux, donc qui sont mutés dans un même gène. Ce qui veut dire que finalement, un groupe de complémentation fonctionnelle, ça correspond à un gène. OK? Donc, tout ça est corrigé derrière. On établit des groupes de complémentation fonctionnelle au sein desquels on regroupe les mutants qui ne complémentent pas entre eux. Donc, allons-y. Établissons les groupes de complémentation fonctionnelle. Donc, on a un premier groupe qui va correspondre à un premier gène. Donc, effectivement, on met entre parenthèses. Donc, là, je lis mon tableau ligne par ligne, comme vous m'avez dit. Donc, dans mon premier groupe, je mets le mutant M1. OK. Vous m'avez dit qu'il complémentait avec le mutant M2. Donc, on ne met pas M1 et M2 dans le même groupe. On est d'accord? Ensuite, quand je croise M1 avec M3, le diploïde n'est pas capable de pousser sur un milieu sans galactose. Donc, qu'est-ce que je conclus de ça? Il y a ou il n'y a pas complémentation fonctionnelle? Il n'y a pas. OK? Donc, s'il n'y a pas, je mets M1 et M3 dans le même groupe. OK. Donc, voilà, j'ai un premier groupe de complémentation fonctionnelle qui contient deux mutants, M1 et M3, qui ont un gène muté en commun. OK. Ensuite, donc là, j'ai fait toute ma ligne. Maintenant, je passe à la deuxième. J'ouvre un second groupe avec mon mutant M2, puisque je sais qu'il n'est pas muté dans le même gène que M1, donc je ne peux pas le mettre dans le même groupe. Je suis obligée de faire un nouveau groupe avec M2. Très bien, Nasreddin. Donc, M2, OK, je regarde. Donc, je sais déjà hein, qu'il complémente avec M1. Et je vois ici qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle avec M3. Donc, de nouveau, je mets M3 dans ce groupe. OK? Le fait que ça ne complémente pas, ça donne ça. Et ça donne ça.
Donc là, j'ai bien inclus mes 3 gènes mutants M1, M2, M3. Je ne peux pas faire un seul gène, un seul groupe, pardon. M2 ne complémente pas avec M3, donc j'aurais pu me dire, je les mets dans le même groupe que l'autre, mais justement pas, puisque M1 et M2 complémentent. Donc le fait que M1 et M2 complémentent, ça justifie le fait qu'on doit faire 2 groupes de complémentation fonctionnelle dans lesquels M1 et M2 ne sont pas ensemble. M3, il est dans les 2 groupes. Ça va? Ça c'est le cas le plus simple de l'analyse d'un test de complémentation fonctionnelle. Donc, j'ai établi 2 groupes de complémentation fonctionnelle. Quelles sont les conclusions maintenant? Il ne faut pas vous arrêter au fait qu'on a écrit, on a fait les groupes, maintenant il faut conclure. Qu'est-ce que vous concluez de ça? La conclusion de cette analyse, c'est quoi? Alors oui, effectivement, on a Léa et Émilie qui ont raison. M3 est muté dans au moins 2 gènes, puisque M3, on le retrouve dans 2 groupes de complémentation fonctionnelle. Donc oui, M3 muté dans au moins 2 gènes. Ça, c'est la première conclusion. Et aussi, ça, c'est le fait qu'on retrouve M3 dans 2 groupes différents. Mais il y a combien de groupes en tout? Il y a 2 groupes. Et du fait qu'il y ait 2 groupes, on conclut quoi? M3 et M1 sont mutés dans un même gène et M3 et M2 sont mutés dans le même gène. Oui, c'est ça qui nous a permis d'établir les groupes. Mais la conclusion, quand on a 2 groupes de complémentation fonctionnelle, voilà, Léa, c'est bien, on conclut qu'il y a au moins, oui, alors c'est au moins, comme dit Massina, 2 groupes de complémentation fonctionnelle. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 gènes impliqués dans la capacité à utiliser le galactose. Au moins. Pourquoi au moins? Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 2. Mais ce n'est pas parce qu'on a isolé 2 mutants qu'il n'y en a pas plus, qu'il n'y a pas plus de gènes que ça impliqués dans la capacité à utiliser le galactose. Donc, du coup, là, on en a identifié 2, mais il y en a peut-être plus. Donc, on conclut qu'il y a au moins 2 gènes impliqués dans le caractère étudié. Très bien. Donc voilà, les conclusions sont résumées ici, mais vous les avez trouvées. Et donc, on a terminé pour le moment l'analyse de ce tableau. Mais il y avait une autre question. La question, donc ça, c'était la question 1, où on avait conclu que M1 et M2 étaient mutés dans un seul gène, qu'on avait appelé A, pour le caractère étudié. M3, je vous rappelle, on avait dit qu'il était muté dans 2 gènes génétiquement liés pour le caractère étudié. Là, on vient de montrer que M3 est un double mutant, que M1 et M2 ne sont pas mutés dans le même gène. Et la question 2, c'était de tirer les conclusions de ces observations, c'est ce qu'on vient de faire là, et montrer leur cohérence avec les résultats de la question 1, que j'ai rappelé ici. Est-ce que c'est cohérent? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît un peu bizarre? Donc oui, effectivement, c'est totalement cohérent, puisque le fait que ici on sait que M1 et M2 sont mutés dans un seul gène pour le caractère étudié, et M3, lui, il est muté dans 2 gènes. Et ici, ce qu'on voit, c'est que M3, on le retrouve dans 2 groupes de complémentation fonctionnelle. Donc, c'est un double, il est forcément au moins muté dans 2 gènes. Donc finalement, là, il y a bien une cohérence, puisque de la question 1, on déduit que M3 est muté dans au moins 2 gènes, et dans la question 2, on conclut la même chose, que M3 est muté dans au moins 2 gènes. Donc, c'est parfaitement cohérent. OK? Donc tout ça, ça nous montre que oui, il y a une cohérence. Ça va pour tout le monde? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, hein. Ça va? C'est simple? Pour vous, c'est bon? OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. On va faire la question suivante, qui est la question 3. Alors, attendez, parce que là, du coup, je n'arrive pas à lire la question. Hop. Donc,
on vous dit que pour réaliser les croisements entre souches haploïdes et récupérer des colonies de cellules diploïdes, il faut un milieu qui permet de sélectionner les diploïdes et de contre-sélectionner les haploïdes. Donc, on vous demande de proposer une astuce génétique utilisant des auxotrophies pour réaliser ces sélections et contre-sélections. Donc là, en fait, on a deux mutants qui sont de deux souches mutantes, enfin trois souches mutantes M1, M2, M3, qui sont haploïdes et toutes les trois de phénotype Gall-. Lorsqu'on les croise entre elles, il faut arriver à sélectionner des diploïdes, c'est-à-dire à être sûr que sur le milieu de croissance, seuls les diploïdes vont croître. Et on va ainsi pouvoir analyser leur phénotype et déterminer si nos mutants complémentent ou pas entre eux. D'accord? Et pour ça, il faut un milieu qui va permettre de sélectionner les diploïdes, c'est-à-dire de leur permettre de se multiplier sur ce milieu, donc qui vont permettre de croître sur ce milieu. Et il faut que les souches haploïdes, elles, ne puissent pas pousser sur ce milieu parce que sinon, on ne saurait pas si les colonies qui poussent sont diploïdes ou si c'est des mutants de départ. D'accord? Donc, il faut contre-sélectionner, c'est-à-dire se débarrasser sur ce milieu des souches parentales haploïdes. On ne veut pas qu'elles poussent. On veut que toutes nos colonies soient uniquement des colonies de diploïdes. Donc, comment on peut faire? Est-ce que vous avez une idée? On vous indique d'utiliser des auxotrophies pour ça. Est-ce que vous savez comment faire? Vous allez le voir en TP, mais si vous ne l'avez pas vu encore, c'est peut-être normal que vous ayez du mal à répondre. Donc, ok, personne ne sait? Donc, l'idée, en fait, oui, très bien, Émilie, on va rajouter des auxotrophies. C'est-à-dire que on va se mettre, on va, en plus du phénotype mutant Gall-, on va rajouter dans chacune des souches mutantes une mutation qui n'a rien à voir avec ce qu'on étudie, mais qui va permettre de distinguer en fait les deux souches mutantes sur le milieu de sélection des diploïdes. Donc, on va rajouter. Alors, moi, je ne sais pas ce que j'ai pris. Vous avez dit URA-TRP. Moi, j'ai pris ADURA. Donc, c'est OK. Je vais prendre. Il va falloir. Donc, ça aurait pu être ce que vous disiez. Donc, ce que disait Émilie. Hein. Donc, il va falloir rajouter une mutation d'oxotrophie. Donc, moi, j'ai pris. OK. Donc, si je croise cette souche avec une autre pour lui apporter un phénotype mutant supplémentaire. On s'en fiche, ça n'a rien à voir avec la question qu'on pose, mais juste on lui rajoute une auxotrophie qui est différente de celle qu'on va rajouter à l'autre souche mutante. Donc URA. Okay, c'est juste pour sélectionner les diploïdes. En soi, on s'en fiche complètement de ces auxotrophies, ça peut être n'importe quoi. Donc, si j'associe une auxotrophie à une souche mutante et une auxotrophie différente à l'autre souche mutante, si ici j'ai rajouté AD- comme auxotrophie, ma souche, elle va pouvoir pousser sur quel milieu? Un milieu M0. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute dans le milieu pour que ma souche mutante X, là, elle puisse pousser? Est-ce que je peux mettre du galactose? Alors, plus AD, plus adénine, oui, il faut que je rajoute de l'adénine pour que cette souche puisse pousser. Et la source de carbone, il faut que ce soit quoi? Il faut que ce soit autre chose que du galactose, donc du glucose, par exemple. C'est autre chose que le galactose, exactement. Donc là, je rajoute de l'adénine et ma souche, elle peut pousser. Pour l'autre mutant, je fais pareil. Je prends un milieu M0 avec du glucose pour que mon mutant puisse pousser et je rajoute ce que le mutant auxotrophe n'est pas capable de synthétiser, c'est-à-dire uracile. Du coup, mon milieu de sélection pour mes diploïdes, ça va être quoi? Ça va être M0. Il faut que les diploïdes puissent pousser. Hein. Donc, dans un premier temps, je mets comme source de carbone du glucose, mais je ne rajoute pas d'adénine et je ne rajoute pas d'uracile.
OK? Si je ne rajoute pas d'adénine, mon mutant MX, il ne peut pas pousser. Si je ne rajoute pas d'uracile, mon mutant MZ, là, il ne peut pas pousser. Et du coup, seuls les diploïdes vont pouvoir pousser. D'accord? Et ensuite, je veux savoir si ces diploïdes, ils sont gal plus ou gal moins. Parce que c'est quand même ça la question que je pose. Est-ce qu'ils sont gal plus ou bien est-ce qu'ils sont gal moins? Et pour déterminer ça, je vais faire une réplique de ma boîte M0 et je vais répliquer sur quoi comme milieu? Sur un milieu M0 avec du galactose comme source de carbone. Et du coup, en fonction de si mon diploïde croît ou ne croît pas sur ce milieu, je déterminerai si il y a complémentation, si le diploïde a pour phénotype gal plus ou gal moins et s'il y a complémentation fonctionnelle ou pas. D'accord? Vous avez compris toute la succession des étapes? Oui, Émilie, merci. Oui, oui. M0, gouille plus AD. A1. Bon, ok. Et donc, la dernière diapo, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et là, j'ai pris comme exemple AD-URA, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, hein, du moment que ce n'est pas la même auxotrophie dans les deux souches. C'est bon pour tout le monde? Donc, on a fini l'analyse de ce tableau de complémentation fonctionnelle et on va repasser sur l'étude de la liaison génétique chez un organisme diplobiontique. Vous avez en ligne, donc je vais vous mettre le TD suivant. Donc, OK. Donc maintenant, on va faire le TD7. En théorie, il faudrait qu'on le finisse aujourd'hui. Autant vous dire que ça ne va pas être le cas. Je ne pense pas. Et c'est pas grave, on va essayer d'avancer autant qu'on peut. L'idée, hein, c'est que si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut absolument m'arrêter. Ça ne sert à rien d'avancer sans comprendre. Donc, on avancera à la vitesse à laquelle on avancera, tant que vous arrivez à suivre, parce que c'est ça le but. OK, donc, vous avez tous récupéré le poly. Il est en ligne. Je ne vous ai pas vu, donc je n'ai pas pu vous le distribuer. De toute façon, la repro ne fonctionne pas en ce moment, donc ça ne change pas grand-chose. OK, donc voilà, pardon. Voilà le prochain TD, TD7. Donc, on repart chez les diploïdes et en particulier chez la drosophile. On a déjà fait de l'analyse génétique chez la drosophile. Donc là, on va continuer. Et comme vous avez pu le constater, hein, on procède en difficulté croissante. Donc, chez la drosophile, on avait vu le cas de deux gènes génétiquement indépendants. On ne savait pas du coup, c'était chez la tomate, pardon. Donc, du coup, on ne savait pas si les deux mutants étaient physiquement liés ou pas. Puis, on avait vu le cas de deux variétés de tomates qui étaient mutées, enfin, d'une variété de tomates qui était mutée dans deux gènes pour deux caractères différents. Et on en avait conclu que la souche était mutée dans deux gènes génétiquement liés, donc physiquement liés. C'était chez la tomate, pardon, pas chez la drosophile qu'on avait fait ça. Là, maintenant, on revient chez la drosophile et on va s'intéresser au caractère de couleur de l'œil. Et on reste toujours dans l'analyse des conséquences génétiques de la méiose. Donc, on vous dit que la couleur des yeux de la drosophile, de la souche sauvage de référence, est rouge brique. Et que cette couleur résulte du mélange de deux pigments, un de couleur rouge vif, l'autre brun, synthétisés chacun par des voies indépendantes. Donc, on a deux chaînes de biosynthèse des pigments, une qui aboutit à la production de pigments rouge vif, l'autre qui aboutit à la production de pigments bruns. Et le mélange des deux, ça donne la couleur
rouge brique, caractéristique du sauvage. On vous dit qu'il est utile de rappeler qu'il n'y a pas de crossing over durant la formation des gamètes chez le mâle de drosophile. Donc ça, c'est quelque chose qui vous a été dit en cours. C'est une propriété de la drosophile. C'est comme ça. Et en fait, c'est une propriété qui finalement permet de faciliter l'analyse de la liaison physique entre deux gènes, comme on va l'illustrer en fait au travers de ce TD. Donc, vous devez savoir ça, hein, pas de crossing over chez le mâle de drosophile. Il peut y avoir de la recombinaison par brassage interchromosomique à la méiose. Donc, chez le mâle de drosophile, il peut y avoir de la recombinaison, mais par brassage interchromosomique à la méiose. Hein. Mais en revanche, il ne peut pas y avoir de recombinaison par brassage intrachromosomique, c'est-à-dire par j'écris tellement mal, je suis désolée, mais je n'arrive pas à faire mieux. Donc, il peut y avoir de la recombinaison par brassage interchromosomique, mais pas par brassage intrachromosomique, c'est-à-dire par crossing over. D'accord? Donc ça, vous devez toujours avoir ça en tête, excusez-moi, lorsque vous faites de l'analyse génétique chez la drosophile. OK? Donc, on vous dit qu'une souche pure sauvage est croisée avec une souche pure mutante A, de phénotype œil rouge vif. D'accord? Donc, rouge vif, c'est le phénotype mutant, à ne pas confondre avec rouge brique. OK? Donc, on vous donne les résultats de l'analyse de cette souche pure mutante A. Donc, lorsqu'on la croise avec la souche, cette souche a un phénotype œil rouge vif, et lorsqu'on la croise avec la souche sauvage de référence, les individus F1 sont de phénotype sauvage, c'est-à-dire rouge brique. Et ensuite, on vous dit que lorsque l'on croise les F1 entre eux ou les individus F1 hétérozygotes par un parent de la souche mutante, rouge vif, c'est-à-dire lorsque l'on fait un test cross, on obtient les résultats suivants. Et on vous demande d'interpréter ces résultats en justifiant vos conclusions par un test statistique si nécessaire. OK, donc par quoi vous allez commencer? Là, on ne vous guide pas, hein, on vous dit juste d'interpréter les résultats, mais on ne vous guide plus dans les différentes étapes de l'analyse génétique. Mais bien sûr, ça ne va pas vous gêner parce que vous savez comment on procède. Donc, n'oubliez pas qu'on procède étape par étape. Il faut faire une hypothèse, oui. Alors déjà, là, il y a une conclusion que l'on peut tirer avant, oui, Marine. Et elle m'écrit dominance, donc dominance. Mais alors bon, on fait l'analyse du test de dominance-récessivité et l'analyse du test de dominance-récessivité, vous l'obtenez dans quel Léa, oui. Donc, ce qui nous permet de faire ce test de dominance-récessivité, c'est le phénotype des descendants F1. D'accord? On a croisé mutant par sauvage, exactement Léa, très bien. Donc, lorsque l'on analyse le phénotype des descendants F1, on analyse les relations de dominance-récessivité qui existent entre la souche mutante et la souche sauvage de référence. Là, on vous disait que les descendants F1 sont de phénotype sauvage. Donc, de ça, on conclut que puisque la F1 est de phénotype sauvage et aussi que lorsque l'on fait le croisement F1 par F1 ou qu'on fait le test cross, on a des résultats identiques. Dans chacun des deux croisements, excusez-moi, on reprend complètement. OK. Je ne lis pas au bon endroit. Donc, puisque les F1 sont de phénotype sauvage et que les deux croisements réciproques donnent ce phénotype sauvage, de ça, on conclut quoi? Sauvage, le phénotype mutant est récessif par rapport au phénotype sauvage. Les deux croisements réciproques donnent la même chose. Donc, on en conclut que
Quelle est la deuxième information qu'on tire de l'analyse d'une F1 lorsque on nous donne les croisements dans les deux sens et qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de liaison à l'X exactement. Donc, de ces deux informations, on tire comme conclusion que le phénotype mutant rouge vif est récessif par rapport au phénotype sauvage et qu'il n'y a pas de gènes mutés sur le chromosome X dans la souche mutante A. D'accord? Ça, c'est dans la souche 1. OK. Donc, on ne peut pas tirer plus d'informations de l'analyse de la F1. Donc, maintenant, ce que l'on va vouloir déterminer, c'est combien il y a de gènes mutés dans cette souche A par rapport à la souche sauvage de référence et pour le caractère étudié, qui est ici la couleur de l'œil. D'accord? C'est toujours les mêmes questions, hein? Et donc là, par un seul gène ou plus, c'est pour le caractère. J'écris pas tout, mais vous devriez être capable de tout indiquer. Donc, c'est pour le caractère étudié. Donc là, on va émettre nos hypothèses comme le proposaient certains d'entre vous. Donc, hypothèse au minimum 1. Oui, donc dans un premier temps, effectivement, on va poser comme hypothèse que la souche A diffère de SSR par un seul gène pour le caractère étudié, c'est-à-dire que c'est l'hypothèse la plus simple. Donc, il faut savoir comment vous allez procéder pour tester cette hypothèse. Il faut être capable de faire quoi? Pour tester votre hypothèse, il faut confronter les résultats que vous avez obtenus dans le tableau, oui, aux résultats attendus sous votre hypothèse. D'accord? Donc, il faut être capable de prédire ce que l'on attend sous l'hypothèse pour pouvoir le comparer à ce que, donc ça, c'est les résultats théoriques attendus sous l'hypothèse, oui, et on va les comparer à ce que l'on obtient concrètement, ce qu'on nous donne comme valeur dans le tableau. D'accord? Donc, il faut pouvoir prédire. Donc, donc si la souche A diffère de SSR par un seul gène, du coup, qu'est-ce que vous pouvez prédire? Qu'est-ce que vous vous attendez à avoir comme proportion en théorie? Sachant que ce qu'on vous donne, c'est le croisement F1 par F1 ou le test cross F1 par A. Et on vous dit que quel que soit le sens de croisement, on obtient la même chose. Donc, du coup, on ne va pas avoir le temps de refaire tous les tableaux de gamètes qu'on a déjà fait au TD d'avant, puisque là, l'objet de ce TD-là, c'est d'aller plus loin. Mais donc, du coup, vous, par contre, oui, très bien. Alors, oui, 3 quarts, 1 quart pour le croisement F1 par F1. Très bien. Donc, ça, c'est un tableau de gamètes à 4 cases qu'on a fait la dernière fois. Donc, on attend 3 quarts, 1 quart, mais 3 quarts de quoi? 1 quart de quoi? 3 quarts de phénotype dominant. Oui, très bien. 3 quarts de phénotype dominant. Dominant, c'est donc le phénotype de la SSR. Et 1 quart de phénotype récessif, c'est donc le phénotype de la souche mutante A, c'est-à-dire rouge vif. OK? Brique. Je l'écris vite, mais vite et mal d'ailleurs, et vif. OK. Et dans la descendante d'un test cross, on attend quoi comme proportion? Si l'hypothèse est juste, si A diffère de SSR par un seul gène, on s'attend à un demi, proportion qui traduisent directement la ségrégation de 2. D'accord? Et là, c'est pareil, un demi de dominant, un demi de récessif. Donc ça, c'est en théorie, sous l'hypothèse. La question maintenant, c'est est-ce que la théorie correspond à ce que l'on observe ou pas? Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on vient d'écrire. Et si on revient au tableau, est-ce que ici, on a un demi? Est-ce que ça, c'est égal à un demi? Et ça, est-ce que c'est bien égal à 3 quarts, 1 quart? On voit directement que ce n'est pas le cas. Donc, on ne va pas s'empêtrer avec cette hypothèse, à faire des qui deux pour montrer que c'est différent, lorsque c'est aussi évident que ça l'est là, on ne perd pas de temps, on élimine directement l'hypothèse en disant que de manière évidente, les résultats obtenus ne sont absolument pas compatibles avec ce que l'on observe.
Donc, on rejette directement cette hypothèse. On ne perd pas de temps, mais il faut dire pourquoi on la rejette, hein. Donc, on voit que les effectifs observés ne sont pas du tout compatibles avec les effectifs théoriques attendus sous l'hypothèse d'un seul gène. Donc, on conclut tout de suite que A diffère de SSR pour plus qu'un gène. OK? Plus qu'un gène, très bien. Plus qu'un gène, ça veut dire au moins deux. Au moins deux, c'est difficile à tester. Donc, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on émet comme hypothèse euh, immédiatement la plus simple pour plus qu'un gène? On va dire deux gènes, exactement deux gènes. Très bien. Donc, là, on va dire exactement deux gènes, mais ce qui est différent par rapport à la dernière fois, c'est que si vous revenez au croisement là, on a le phénotype sauvage et on a un seul phénotype mutant, rouge vif. D'accord? Donc là, on est dans un cas où la souche A diffère de SSR pour plus qu'un gène, mais on a un seul phénotype. Donc plus qu'un gène, ça veut dire au moins deux. Mais on a un seul phénotype. Donc comment vous allez gérer ça? Essayez de vous souvenir ce que l'on a vu dans le cas de la tomate, où on avait une souche mutante. Enfin, on a eu deux souches mutantes d'ailleurs dans l'étude précédente. On avait deux souches mutantes, toutes les deux. On avait été affectés dans deux caractères différents, la feuille, le fruit, et on avait fait une analyse caractère par caractère pour déterminer par combien de gènes la souche mutante différait de la souche de référence pour chaque caractère. Et on avait conclu que pour chacun des deux caractères, feuille ou fruit, il y avait un seul gène muté dans la souche mutante. Et ensuite, on avait réuni les informations de notre étude caractère par caractère et on avait dit que pour les deux caractères considérés ensemble, la souche mutante différait de la référence par deux gènes. Exactement deux gènes. Et puis, on avait ensuite poursuivi notre analyse, puisque quand on sait qu'il y a au moins deux gènes, on détermine que c'est exactement deux par l'analyse caractère par caractère. Après, on essaie de déterminer si ces deux gènes sont génétiquement indépendants ou génétiquement liés. Et on poursuit. S'ils sont génétiquement indépendants, alors on ne sait pas s'ils sont physiquement liés ou non, alors que s'ils sont génétiquement liés, alors forcément ils sont physiquement liés. Et là, on calcule la distance en unité de recombinaison. OK? Là, on est dans une situation où on vient de conclure que que la souche mutante diffère de SSR par au moins deux gènes. On va poser l'hypothèse la plus simple que c'est exactement deux gènes, comme on vient de le dire. Mais ce qui est différent par rapport à la première fois, c'est qu'on n'a qu'un seul phénotype mutant, rouge vif, pour deux gènes. Donc, ça va changer. euh, c'est ça qui est différent en fait par rapport à l'étude qu'on a faite chez la tomate dans ce TD-là, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait une souche mutante qui soit mutée dans au moins deux gènes, mais que pour autant, on a un seul phénotype mutant pour un seul caractère. Comment vous l'interprétez ça? Donc ça, c'est la difficulté de ce TD, enfin difficulté, c'est la chose nouvelle de ce TD par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc, essayez de me dire euh, ce que vous allez faire avec ça. Vous êtes obligé en fait de répondre à cette question pour pouvoir faire la suite. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le TCF? Non. Il faut faire un tableau de croisement avec deux gènes, mais on ne connaît pas leur liaison physique. Oui, il faut faire un tableau. D'accord. Et comment vous allez faire pour écrire les phénotypes si vous n'avez pas répondu à la question que je pose là? C'est deux gènes liés à un caractère. Oui, c'est deux gènes qui affectent le même caractère. Oui. Alors, comment je peux vous faire
Donc, on va aller au tableau de gamètes. Si là, comme ça, vous n'arrivez pas à trouver, on va aller au tableau de gamètes. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne vous entends pas. Excusez-moi, je me mets plus fort, mais je n'entends pas ce que vous dites. Allez-y. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, là, la question, ce qui est différent de la dernière fois, c'est que, je reprends, hein, on vient de déterminer par l'analyse qu'on a fait que notre mutant A, il est muté dans plus qu'un gène. Puisqu'on n'a pas, dans la F2 issue du croisement F1 par F1, on n'a pas 3 quarts, 1 quart, et dans la descendance du test cross, on n'a pas un demi, un demi. D'accord? Plus qu'un gène, ça veut dire au moins 2. Vous êtes d'accord? Au moins 2 gènes. 2 gènes, mais pourtant, on a un seul phénotype mutant. Rouge vif. Pour la tomate, on avait feuilles tachetées et fruits rouges. Mais là, on a un seul caractère, un seul phénotype mutant. OK, donc si vous n'arrivez pas à formuler, à comprendre la question que je vous pose ou à formuler une réponse, on va faire le tableau, comme me dit Mélanie, et plusieurs vous avez dit on fait le tableau. Et c'est la bonne réaction, hein, quand on ne sait pas trop, on fait le tableau. OK, donc on va faire le tableau. Et puis on répondra après à cette question au moment du tableau. Vous allez être obligé d'y répondre de toute façon. Donc, OK, on va faire le tableau. Donc, on va construire ce tableau d'abord. Donc, on dit au moins 2 gènes. Et on a, oh là là, au moins 2 gènes. On a dit que l'hypothèse la plus simple qu'on allait poser, c'était 2 gènes. On est d'accord? Alors, quand on a 2 gènes, ce que l'on va vouloir déterminer, c'est est-ce qu'ils sont génétiquement liés ou génétiquement indépendants. On est d'accord? Donc, 2 gènes, l'hypothèse la plus simple, on avait vu qu'on pouvait, dans un premier temps, poser l'hypothèse que les 2 gènes sont génétiquement indépendants puisque l'on peut prédire les proportions attendues. Dans le cas de 2 gènes génétiquement indépendants. Et là, on est chez la drosophile. Donc, avec cette propriété de 2 gènes, de pas de crossing over chez le mâle, vous allez voir qu'au-delà de génétiquement indépendant, on peut même poser l'hypothèse de physiquement indépendant aussi. Génétiquement et physiquement indépendant. Donc évidemment, là, tout comme ça, c'est compliqué. Il faut qu'on fasse le tableau, d'accord? Mais sachez que à cause de cette propriété qu'il n'y a pas de crossing over chez le mâle, on va pouvoir distinguer le cas de génétiquement indépendant de physiquement indépendant. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Là, sur cette dia, on résume toute la difficulté de tout ce qui est nouveau et tout ce qui peut éventuellement poser, pas de crossing over chez le mâle, donc pas de crossing over chez le mâle. On a dit très bien, pas de crossing over chez le mâle, donc ça veut dire pas de recombinant, mais pas de recombinant si quoi? Pas de recombinant, oui, très bien. Pas de recombinant si les 2 gènes sont physiquement liés. S'ils sont physiquement liés, ça veut dire que comme le mâle ne fait pas de crossing over, les 2 gènes ne pourront jamais être séparés. D'accord? Si les 2 gènes sont physiquement liés. Mais par contre, si les 2 gènes ne sont pas physiquement liés, est-ce qu'il pourra y avoir des recombinants? Si, alors Mélanie, là, c'était pas bon du coup, hein,
Léa, Émilie, c'est bon. Pas de recombinant s'ils sont liés physiquement. Mais s'ils ne sont pas physiquement liés, oui, Mélanie, donc qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas physiquement liés? Il y a des recombinants, exactement, Massina. Donc, pas de crossing-over, ça veut dire pas de recombinant si les deux gènes sont physiquement liés. Mais, par contre, des recombinants sont possibles. Je suis désolée d'écrire si mal avec ce truc, mais ça ne s'arrange pas avec les sciences. Des recombinants possibles par brassage interchromosomique. On est d'accord? Et non pas intra. C'est-à-dire si les deux gènes sont physiquement indépendants. On est d'accord? Indépendants. Donc, vous voyez qu'en fonction de la présence ou pas d'individus issus de gamètes recombinés du mâle, on va pouvoir déterminer si les deux gènes sont génétiquement indépendants et physiquement indépendants ou génétiquement indépendants et physiquement liés. D'accord? Donc, on va faire le tableau. Donc, rappelez-vous, hein, on a plusieurs choses à résoudre là pour l'analyse génétique. On a deux gènes, un phénotype. Un phénotype. OK. Et on veut savoir si les deux gènes sont physiquement liés ou physiquement indépendants. Et ça, on le verra parce que dans un cas, ici, par brassage interchromosomique, le mâle peut produire des gamètes recombinants, alors que si les deux gènes sont physiquement liés, même s'ils sont génétiquement indépendants, le mâle ne peut pas donner de crossing, ne peut pas donner de gamètes recombinés. Donc, il faut qu'on ait ça en tête. Donc, on pose l'hypothèse de deux gènes génétiquement indépendants et physiquement indépendants. Sous cette hypothèse, attendez que je ne mette pas, parce que, OK, là, l'hypothèse, je peux l'écrire comme ça. On est d'accord? Donc, A diffère de SSR par exactement deux gènes mutés pour le unique caractère étudié. Et ces deux gènes sont génétiquement indépendants et physiquement indépendants. On en était là, d'accord? Donc là, maintenant, il va falloir que je puisse écrire mon tableau gamète pour me sortir de la situation, puisqu'on n'a pas encore répondu à pourquoi un seul phénotype mutant, et on veut de toute façon répondre à cette question: par combien de gènes mutés A diffère de SSR par rapport à la souche de référence, et quelle relation il existe entre ces deux gènes. Donc, d'habitude, j'écris toujours A plus A moins, B plus B moins, mais vous pouvez aussi avoir cette écriture-là. Grand A, petit a, grand B, petit b. Donc, j'ai utilisé ça cette fois-ci pour vous habituer, et que si jamais vous avez à lire un tableau avec des allèles écrits comme ça, vous soyez capable de le faire. D'accord? Mais c'est l'équivalent de ce que les autres fois, j'ai appelé A plus, A moins, ou B plus, B moins. Vous pouvez faire exactement l'un ou l'autre. C'est parfaitement équivalent. OK? Donc, on parle de nos deux gènes. Donc, on les appelle A et B. On leur donne un nom. Et on donne le nom de chacun des allèles. Donc ici, grand A, petit a, grand B, petit b. Et on va écrire sous notre hypothèse de deux gènes physiquement indépendants, donc génétiquement indépendants, comment peut s'écrire le croisement. Donc vous avez le premier parent, ça c'est le parent mutant, ça c'est la souche sauvage de référence. On écrit les génotypes pour les deux et on écrit le génotype des individus F1. Les individus F1, ils sont double hétérozygote, ce qu'on peut aussi écrire, moi je trouve que c'est plus clair, comme ça, grand A, petit a, grand B, petit b. Et là, on peut mettre ce point-virgule parce qu'on a fait l'hypothèse de physiquement indépendant. D'accord? Tout ça, ce génotype, on l'écrit sous l'hypothèse, puisqu'on n'a pas le droit de l'écrire à l'avance, donc on n'a pas statué. Mais là, c'est ce que l'on attend sous l'hypothèse.
OK? Donc, du coup, mon tableau de gamètes, il va avoir combien de cases? Je vais écrire le tableau de gamètes pour le croisement F1 par F1. D'accord? Donc, sous mon hypothèse de physiquement indépendant, mes individus F1, ils vont pouvoir donner combien de types de gamètes? Donc oui, Noé. Mais si les deux gènes sont physiquement indépendants, les femelles F1, elles vont pouvoir donner combien de types de gamètes? 4 types de gamètes. OK? Et les mâles F1, attention, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de recombinaison chez le mâle par crossing over. Donc Bianca dit 2, mais Noé dit 2, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que mes deux gènes, ils sont, sous mon hypothèse, physiquement indépendants. Physiquement indépendant, qu'est-ce qu'on a vu sur la diapo d'avant? Physiquement indépendant, ça veut dire qu'on peut avoir du brassage interchromosomique. Pas intra, on est d'accord, hein, mais interchromosomique. Très bien, Nassima. Donc, interchromosomique, ça veut dire que mon mâle F1, il peut donner 4 types de gamètes aussi, par brassage interchromosomique. Si c'était intrachromosomique, ce serait 2. Mais là, on est dans l'hypothèse de physiquement indépendant. Donc, physiquement indépendant, brassage interchromosomique possible. Donc, le mâle comme la femelle peuvent tous les deux donner 4 types de gamètes par brassage interchromosomique. OK? Donc, mon tableau, si j'ai mes femelles qui peuvent donner 4 types de gamètes et mes mâles qui peuvent donner 4 types de gamètes, j'obtiens un tableau de gamètes avec 4 x 4, 16 cases. Vous êtes d'accord? Pas 8, 16, Marine. Très bien. OK? Donc, on y va. On écrit le tableau de gamètes. Ça, il faut toujours absolument être capable de le faire. Donc là, c'est mon croisement F1 par F1. Donc là, c'était mon croisement parents rouges vifs par ça, c'est F1. Et là, ça, c'est le génotype des individus F1 sous mon hypothèse de 2 gènes physiquement indépendants. OK? Et donc là, j'écris mon croisement F1 par F1. D'accord? Donc, on a dit le mâle, il peut donner 4 types de gamètes. Les femelles, elles peuvent aussi donner 4 types de gamètes. C'est pour ça qu'on a un tableau à 16 cases. 4 types de gamètes. On a des gamètes de type parentaux et des gamètes de type recombinés. Attention, hein, on est toujours avec une indépendance physique. Donc, je mets un point. OK, OK, OK. Et voilà. Donc, les gamètes de type parentaux, pour savoir les gamètes de type parentaux, je reviens aux parents. OK? Les parents, c'est quoi? C'est soit ça, soit ça. Donc, j'écris les gamètes de type parentaux, soit petit a, petit b, soit grand A, grand B. Ça, c'est les gamètes des parents. On est d'accord? Pareil ici, pour les femelles. Maintenant, je vais regarder les gamètes recombinés. Enfin, je vais écrire les gamètes recombinés, c'est-à-dire ceux qui sont issus d'un brassage interchromosomique, sous mon hypothèse. Hein. Les gamètes recombinés, ça va être l'association entre un allèle de type grand A et un petit b, ou un petit a et un grand B. OK? Donc là, j'ai posé mon tableau. J'ai écrit tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire les génotypes et donc me sortir et donc répondre à ma question, me sortir de mes deux hypothèses, de tester mon hypothèse, pardon, et me sortir de toutes les questions que j'ai adressées. Donc, il nous reste 20 minutes. Donc, il faut qu'on finisse cette partie-là dans les 20 minutes qui restent. OK. Donc, vous faites quoi là? Vous écrivez les génotypes. On est d'accord? Donc, comme d'habitude, hein, on fait bien attention à mettre un allèle en face de l'autre allèle du même gène. Ça marche?
Donc là, partout de ce parent-là, je vais avoir grand A, grand B. Donc, je commence mon tableau comme ça. Donc, vraiment, donc là, je m'astreins à écrire tous ces génotypes, mais il faut vraiment que vous le fassiez vous aussi. Il faut vous entraîner. On est d'accord? C'est un peu rébarbatif, mais on n'a pas le choix. Donc là, en phase de donc tout ce parent-là, il me donne toujours A plus B plus. Pardon, grand A, grand B. Lui aussi, il donne toujours grand A, grand B. Donc, allez, hop, on écrit partout. Enfin, moi, je fais comme ça, je trouve que c'est plus simple. Mais après, faites de la manière qui vous convient. Du moment que le tableau est juste, c'est tout ce qui compte. Donc là, obligez-vous à le faire. Ça vous paraît simple quand c'est moi qui l'écris, mais ce n'est pas si simple quand c'est vous qui devez le faire. Donc, OK. Donc là, ensuite, ce parent-là, il va toujours donner petit a, petit b. Donc, hop, petit a, petit b. Lui, grand A, petit b. Lui, petit a, grand B. On continue. Ici, lui, il donne petit a, petit b. Lui, il donne grand A, petit b. Lui, il donne petit a, grand B. Et on continue. Ici, j'ai toujours petit a, petit b dans les deux cas. Hop, un b ici. OK, là, j'ai grand A, petit b en face de petit a, petit b. Donc, faites-le de votre côté. Hein. Je ne sais pas si vous êtes juste en train de me regarder faire laborieusement ou si vous faites la même chose, mais vous devriez le faire. OK, petit a, petit b. Hop, hop. Petit a, grand B. Grand A, petit b, grand A, petit b. On y est presque. Essayez vraiment de le faire en même temps que moi. Hein. Donc, OK, là. Ah, très bien, Noé, je vais regarder. Juste, excusez-moi, je finis. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui suivent ce que j'écris. Alors, petit a, grand B. En bas de la deuxième colonne, je me suis trompée. Oui, ici, je me suis trompée. Merci. OK, donc, alors, lui, il donne petit a grand B et lui, il donne petit a, hop, merci, petit b. Est-ce que j'ai fait d'autres erreurs? OK, on verra. Alors, du coup, maintenant, j'ai mon tableau de gamètes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? N'oubliez pas, j'ai une hypothèse de travail, je dois la comparer à ce que j'obtiens. Merci Noé. Donc, j'ai les génotypes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'indique dans ce tableau pour pouvoir exploiter ce tableau? Les phénotypes. Très bien. Alors, allons-y. Et c'est là où vous allez devoir vous répondre à la question que je vous pose depuis tout à l'heure, qui est comment on peut expliquer qu'on n'est qu'un seul phénotype mutant? Vous allez peut-être tout naturellement y répondre sans avoir conscience que vous êtes en train de répondre à la question. Là, par contre, j'attends vos réponses rapides, soit oralement, soit par le chat, pour les phénotypes. Sinon, si c'est moi qui écris tous les phénotypes, ça ne sert à rien. Le phénotype d'un double sauvage, c'est brique. Donc, je vais écrire comme ça hein, pour gagner du temps. Brique. OK. Le phénotype d'un double hétérozygote. Ici, le deuxième. Brique. On est d'accord? Pourquoi c'est rouge brique? Parce que on a dit que les phénotypes mutants étaient récessifs par rapport au phénotype sauvage. OK? Donc là, quel est le phénotype? Quand j'ai un sauvage pour double tout le monde, OK? Brique. Très bien. Et ici, OK. Là, ça, pas de problème. Tout le monde comprend ça? Quand j'ai un allèle mutant, j'ai deux allèles sauvages, c'est sauvage. Et quand j'ai deux sauvages et deux mutants, puisque les phénotypes mutants sont récessifs, c'est le phénotype est sauvage. Et quand j'ai un seul allèle mutant pour les deux gènes, c'est sauvage. Tout va bien? OK. On continue ici. Toujours la même chose.
un sauvage, un mutant, brique, on est d'accord. Ah, là, les deux allèles mutants. Vif, très bien. Et là, il se passe quoi? On n'a qu'un seul diploïde homozygote mutant. Oui, Massina. Alors, Juliette, elle a répondu juste et elle a répondu sans se rendre compte à la question que je posais. Ou peut-être en se rendant compte, j'en sais rien, excusez-moi, après tout, peut-être que. Donc, elle me dit rouge vif, hein. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Là, on est sur un nœud du TD, donc réfléchissez à pourquoi rouge vif? Alors que, ah, ça dépend. Bah non, ça dépend pas. Noé. C'est rouge vif. Effectivement, là, elle a raison. Juliette, c'est bien rouge. Oh, punaise. C'est bien vif. Et il y a un seul allèle sauvage, Bérangère. Ben oui, il y a un seul allèle sauvage. C'est A plus, enfin grand A. Si ce sont les deux gènes qui inhibent une. Oula, Noé, je vous ai perdu. Si ce sont des gènes qui inhibent une action ou s'ils produisent une action. Ou je ne vous suis pas là. Ah. C'est parce que B est indépendant de A. Non, du tout. On entend des petits bruits mignons, mais oui, Noé, trop loin. Alors là, il faut que vous arriviez à répondre à cette question. C'était le truc sur lequel je voulais venir, sur lequel je voulais arriver. Alors pourquoi c'est rouge vif? Juliette, pourquoi vous avez dit rouge vif? Qu'est-ce qui vous pose problème là pour que ce soit vif? Pourquoi c'est pas. Est-ce que, Noé, pourquoi vous m'avez répondu il y a quelqu'un qui m'a. Je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un qui a dit ça dépend. Voilà. Ça dépend de quoi? Juliette, sinon, pourquoi vous m'avez dit rouge vif? Est-ce que vous êtes. Juliette, vous avez dit parce que B est indépendant de A et non, c'est pas ça la réponse. Parce que plus de mutants que de sauvages? Non. Ouais, vous avez déduit que c'était rouge vif, mais vous n'avez pas finalement pas de compensation. De quoi par quoi? En fait, qu'est-ce qui vous gêne? Juste là, quand on a dit rouge vif, tout le monde était d'accord. Pourquoi rouge vif? Parce qu'on avait deux allèles mutants pour A, deux allèles mutants pour B. Noé, parce qu'il faut les deux sauvages pour que ça marche. Bah oui, en fait, c'est ça. A et B. Très bien. Noé est revenu parmi nous, tout à fait dans la course. Donc, oui, c'est ça. En fait, pourquoi cet individu-là, il est mutant? Parce il a un phénotype mutant vif, parce qu'il est mutant pour le gène B. D'accord? Il pourrait, pour le gène A, tout va bien, il a un allèle mutant et en face, il a un allèle sauvage, mais pour le gène B, il a deux allèles mutants. Donc, deux allèles mutants, ça veut dire que la fonction du gène B n'est pas assurée. Et donc, en soi, ça suffit pour avoir un phénotype mutant. Si B sur B, si petit b sur petit b, ça donnait sauvage, alors on aurait qu'un gène mutant, on aurait détecté génétiquement qu'un gène mutant dans la souche. Or, on a bien vu qu'il y avait deux gènes mutants dans cette souche, au moins deux gènes mutants dans la souche mutante A. Par conséquent, il suffit qu'un seul des deux gènes soit muté pour que la souche ait le phénotype mutant. Donc ça, c'est vrai pour lui, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Donc là, ici, si vous avez compris, dites-moi quel est le phénotype de l'individu qui est en dessous, là, qui est A- sur A-, B- sur B-. Eh bien oui, c'est vif, effectivement. Et lui, il est vif, c'est plus à cause de B cette fois-ci, c'est à cause de A. Parce que pour A, l'individu a que deux allèles mutants. Et donc, si deux allèles mutants pour le gène A, alors la fonction du gène A n'est pas assurée. Donc, l'individu a un phénotype mutant. Ça marche? Très bien. On continue, on finit sur ce point, hein.
Ok, donc on va écrire tous les génotypes, histoire d'être sûr qu'on a bien tout est bien compris. Ici, le phénotype de cet individu-là, A sur A, grand A sur grand A, grand B sur grand B. Donc là, ok, pas de souci, sauvage. Brique, celui-là, attention, vous avez compris, vous n'avez pas compris. Vif, oui. Vif parce que B sur B. Ok? Ici, pareil, vif, oui, parce que B sur B, c'est toujours pareil. Hein. Ici, brique, parce que un allèle sauvage pour chaque gène. Ici, oui, un allèle sauvage de A, deux allèles sauvages de B. Ici, vif, oui, pourquoi? Parce que pas d'allèle sauvage de A. Ici, brique, oui, parce qu'un allèle sauvage de chaque gène. Et ici, oui, vif, parce que pas d'allèle sauvage de A. C'est bon? Donc, ce que je voulais vous faire dire tout à l'heure, c'est ce qu'on a résolu ici, c'est qu'en fait, on a deux gènes mutés, un seul phénotype muté. Enfin, mutant, d'ailleurs. Ce n'est pas un phénotype muté, c'est un phénotype mutant. Ce qui veut dire, ce que vous avez écrit dans le tableau, c'est que chaque gène muté, donc A ou B, ça suffit en soi à conférer un phénotype mutant et c'est le même phénotype mutant, c'est rouge vif. D'accord? Donc ça veut dire que A- sur A-, ça donne rouge vif, que B- sur B-, ça donne rouge vif, et que les gènes mutés ensemble, ça conduit aussi au même phénotype rouge vif. D'accord? Est-ce que je peux réexpliquer pour le dernier? Le dernier quoi? On peut nous donner un cas contraire pour le CC. Bah, j'en sais rien. Oui. Le cas contraire, ce qu'on appelle le cas contraire, hein, c'est que chaque mutant homozygote confère un phénotype différent. Alors, Nassima, il me semble, ou l'inverse. Alors, ok, je vais y revenir, Nassima, mais juste là, est-ce que vous comprenez ce que j'écris là? Est-ce que je peux réexpliquer pour le dernier cas? Donc, en fait, c'est. Donc, vous avez... Ok, donc, on finit sur ce point, je reviens sur le tableau, je me suis peut-être trompée dans le tableau. Hein. Donc, là, en fait, on a un double mutant. Enfin, on a au moins un double mutant. Et on a un seul phénotype. Ça veut dire que si le mutant est muté pour deux gènes, chaque gène, lorsqu'il est muté, donne le même phénotype, puisqu'on n'a qu'un seul phénotype. OK? Ce n'est pas un phénotype muté, c'est un phénotype mutant. Donc, qu'on soit, enfin, que la drosophile soit mutante que pour A, ou bien que pour B, ou bien pour les deux, A et B, on a un même phénotype, c'est rouge vif. C'est ce qu'on a écrit dans le tableau. D'accord? Donc, si vous n'avez pas été capable de le formuler avant de faire le tableau, c'est pas grave. Au moment du tableau, il fallait juste être capable d'indiquer les bons phénotypes pour les différents génotypes. Et le fait que on ait déterminé que les deux mutants, enfin les deux gènes conduisaient au même phénotype, ça nous a permis d'indiquer les génotypes du tableau. Alors, vous me dites, Nassima, vous pouvez me dire où est-ce qu'il y a un problème? Celui-là, vous ne comprenez pas pourquoi il est rouge vif, c'est ça? Le dernier ici? Oui. Eh bien, lui, il a les deux allèles sauvages pour B. Il n'a pas d'allèle sauvage pour A. Donc, il est A- sur A-. Donc, ça donne rouge vif comme ici. D'accord? Ici, il était enfin, mutant pour A et un allèle sauvage pour B. Là, il est mutant, il n'a aucun allèle sauvage pour A et deux allèles sauvages pour B. Ben, en fait, un ou deux allèles sauvages de B, on s'en fiche. De toute façon, c'est mutant parce qu'il n'y a pas d'allèle sauvage de A. Ça marche, Nassima? Est-ce que je peux remettre la diapo 9? Ah, mais ça, c'est autre chose. Diapo 9, je vais y venir.
Alors, Nassima est pareil. Oui, bien sûr, pareil pour petit b, c'est ce qu'on a vu ici, là. Là, petit b tout seul, ça donne rouge vif. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous ne devez pas comprendre? Alors, c'est celui-là. Ici, l'individu, il est vif. OK, il a 2 allèles sauvages de A, mais on s'en fiche. Il n'a pas d'allèle sauvage de B. Donc, il est vif à cause de B. B- sur B-. Là, c'est parce qu'il est vif parce que A- sur A-. Et ici, il est vif parce que B- sur B-. D'accord? Est-ce que c'est compris, Massima? OK. Oui, dès qu'il y a un homozygote mutant, exactement, c'est mutant. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, voilà. Alors, la diaponome, j'y reviendrai après. OK? Alors, maintenant qu'on a déterminé ça, les relations, la relation entre les génotypes et les phénotypes, on a notre tableau avec les proportions de phénotypes. OK? Et notre hypothèse, c'était que A diffère de SSR pour exactement 2 gènes. D'accord? Si mes 2 gènes sont génétiquement indépendants et physiquement indépendants, je vous rappelle que je l'ai posé et que du coup, ça indique que, pardon, je vais pas être au bon endroit. Hop, voilà. Physiquement indépendant, ça veut dire que mon mâle, ici, il peut donner 4 types de gamètes, des parentaux et, bien sûr, des recombinés par brassage interchromosomique. Hein. Et c'est pour ça que j'ai un tableau à 16 cases. Donc, j'ai déterminé les phénotypes. Maintenant, il va falloir que je compare les proportions de phénotypes attendues sous mon hypothèse de gènes génétiquement indépendants et physiquement indépendants à ce que j'observe dans le tableau. Donc là, si mes 2 gènes sont génétiquement indépendants et physiquement indépendants, ça va se traduire comment dans les proportions de phénotypes de ce tableau. Maintenant, il faut que je voie les proportions. Et je reviendrai du coup après sur la dia 9. Génétiquement indépendant, ça se traduit comment en termes de fréquence des gamètes? Là, il faut savoir aussi si mes 2 gènes sont génétiquement indépendants, qu'est-ce que ça va faire comme proportion pour chaque type de gamète? Ça, on l'a vu la dernière fois et ça, vous devez automatiquement me le dire. 1/16e, c'est la fréquence des cases. Oui, enfin, c'est juste Léa, mais moi, je voudrais que vous me disiez en termes de fréquence des gamètes. Oui, Léa, très bien. 1/4 pour chaque. Pourquoi 1/4 pour chaque? Parce que l'indépendance génétique, ça se traduit par quoi en termes de fréquence des gamètes? 1/4 de chaque, parce que, et là vous devez savoir ça, hein, tous. Indépendance génétique en termes de fréquence des gamètes parentaux par rapport à la fréquence des gamètes recombinés. Indépendance génétique, oui, Léa, toujours Léa, merci. Elle est égale. Si les 2 gènes sont génétiquement indépendants, ça veut dire qu'à chaque méiose, il y a une recombinaison entre les deux, soit par crossing over, soit par brassage interchromosomique. Donc, sur l'ensemble des méioses, la fréquence des gamètes parentaux est égale à la fréquence des gamètes recombinés est égale à 1/2. Ça, il faut absolument le savoir. Donc, R égale 1/2. Si R égale 1/2, je vais le remplacer ici. Je remplace R par 1/2. Là, là, là et là. Et au finish, ça va me donner quoi comme fréquence pour chaque type de gamète? Comme Léa l'a dit, si je remplace R par 1/2, alors j'obtiens 1/4 comme fréquence pour chaque type de gamète. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. OK? Parce que R égale 1/2. Du coup, j'ai la fréquence de chaque type de gamète. Du coup, la fréquence pour chaque case, comme l'avait dit Léa de manière un peu anticipée, c'est bien 1/16e. Et du coup, qu'est-ce que je m'attends à avoir comme fréquence de phénotype? Si je recompte, j'attends 9/16e de sauvage, c'est-à-dire rouge brique, pour 7/16e de mutant, c'est-à-dire rouge vif. OK? Rouge brique,
rouge vif. On est d'accord? Est-ce que c'est ce que j'observe? Donc là, je vais sur mes chiffres. J'avais 910 sur 1600 rouge brique et 610 sur 1600 rouge vif. C'était dans mon tableau là. D'accord? Est-ce que 910 sur 1600 et 690 sur 1600, ça correspond à 9 16e, 7 16e? Oui. On nous demandait de faire un qui 2, donc cette fois-ci, je crois que je l'ai calculé. Je fais un qui 2 et j'obtiens 0,25. Donc là, je ne vous ai pas indiqué le détail du calcul, mais essayez de le faire. Là, on a un qui 2 avec un DDL, puisque deux catégories, phénotypique, sauvage, mutant. Je vous laisse faire le calcul. Si vous ne retrouvez pas la bonne valeur, on peut revoir ensemble, mais ça, vous avez dû apprendre à calculer un qui 2. Il me semble qu'on avait vu ensemble que mes prédécesseurs vous avaient expliqué. Donc, du coup, on va comparer notre qui 2 observé à la valeur seuil qui correspond à 3,84, excusez-moi, pour 1 degré de liberté et un risque alpha de 5% de se tromper. Et donc, du coup, les écarts qu'on observe entre les fréquences observées et les fréquences attendues sont bien dus au hasard. D'accord? Donc, je conclus, j'avais mon hypothèse et je conclus, d'après mes résultats, je conclus que A diffère de la SSR pour exactement deux gènes mutés, génétiquement indépendants et physiquement indépendants. Et le physiquement indépendant, et là je vais revenir sur la diapo 9 avant de conclure, physiquement indépendant, comment j'ai pu le déterminer? J'ai pu déterminer parce que les proportions que j'obtiens, 7 et 9 16e, c'est parce que j'ai eu 4 gamètes venant de la femelle F1, mais aussi 4 types différents de gamètes venant du mâle. Si le mâle a pu me donner des gamètes recombinées, 4 types de gamètes, n'importe quoi, excusez-moi, venant du mâle F1. Attendez, pardon. OK. Donc, 4 types de gamètes venant du mâle F1. Et si le mâle de drosophile a pu donner 4 types de gamètes, c'est forcément par brassage interchromosomique. S'il y a du brassage interchromosomique, bah c'est forcément du coup que les deux gènes sont chromosomiques. S'il peut y avoir du brassage interchromosomique, bah forcément, c'est que mes deux gènes sont physiquement indépendants. On est d'accord? Sinon, j'aurais eu combien de types de gamètes? Sinon, le mâle, il aurait donné seulement 2 types de gamètes. On est d'accord? Ok, super. Donc, la DIA 9, maintenant, c'était la théorie de ce qu'on a revu expérimentalement. J'ai pu poser cette hypothèse de génétiquement indépendant et physiquement indépendant parce que je sais que comme il n'y a pas de crossing over chez le mâle de drosophile, si j'obtiens des proportions avec des 16e, ça voudra dire que j'ai eu du brassage interchromosomique. Et si je n'ai pas des 16e, bah, ça voudra dire que je n'ai pas pu avoir de brassage interchromosomique chez le mâle, donc je n'ai pas pu avoir 4 types de gamètes différents. Et donc, c'est que dans ces cas-là, j'ai une liaison physique. Donc, cette propriété qu'il n'y a pas de crossing over chez le mâle de drosophile permet de distinguer l'indépendance physique de l'indépendance génétique. Okay, et on verra la prochaine fois ce qui se passe justement si on n'a pas d'indépendance physique. OK, donc on s'arrête là parce qu'il est l'heure. Donc on est allé jusqu'à l'écriture du gros tableau de gamètes ici.
qui correspond au croisement F1 par F1. Donc, pour la prochaine fois, on repartira bille en tête sur l'analyse des tests cross et on aura ça à terminer. En plus de, normalement, l'autre TD à faire. Donc, on est toujours un petit peu en retard, hein. Normalement, à cette séance, on aurait dû finir ce TD, mais on n'y est pas du tout pour le moment. Mais si vous avez compris, c'est l'essentiel. Donc, je vous laisse. Je vous ai déjà pris 4 minutes de plus. Si vous avez des questions, en revanche, je suis à votre écoute pour y répondre. Oui, madame, j'ai une question, s'il vous plaît, mais ce n'est pas par rapport au TD. Bah, allez-y quand même. C'est juste pour savoir par rapport au 17, est-ce que ce sera finalement distanciel ou est-ce que vous avez décidé de reporter au mois de mai? Alors, écoutez, c'est en négociation. A priori, on va être obligé de faire, on ne va pas pouvoir faire en présentiel. On n'a pas trouvé d'autre solution. Alors après, pour la date, c'est en cours. Vous serez avertis très bientôt. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de présentiel. On a cherché des solutions, mais ça ne va pas pouvoir se faire. Mais vous allez être informés. Bah ouais, je suis désolée. Marine, on a vraiment essayé toutes les possibilités et il y a tellement de contraintes que on n'y arrive pas. On ne peut pas faire en distanciel, en présentiel, pardon. Mais madame, Oui. si c'est en distanciel, ça veut dire que ce serait que des questions de cours ou on aura des questions de TD comme on a fait là? Ben, c'est le problème, justement, c'est que en distanciel, on ne peut pas vous faire euh, rédiger autant qu'en présentiel. Donc, on est. Dommage. Bah ouais, c'est complètement dommage. On est dégoûté parce que on pensait avoir trouvé une solution, mais en fait, ça marche pas à cause d'un pont qui nous empêche de faire comme on voulait. On voulait. Bah oui, c'est ce qu'on s'était dit, mais en fait, c'est compliqué de vous faire en présentiel parce que sur les 10 créneaux de TD, en fait, il y a trop de groupes en fait. Et donc, comme il y a beaucoup de groupes, ça veut dire qu'il faut faire autant de sujets différents. Ça veut dire qu'on s'aborde un TD, enfin 15 jours de TD là, parce que vous n'êtes pas présent en même temps. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faudrait pendant 2 semaines faire que du CC et du coup torpiller 2 séances de TD. Puisqu'on ne peut pas vous avoir en même temps dans une salle. Donc, on avait choisi une semaine où on pouvait dédoubler les TD pour faire ça sur une semaine avec des sujets différents pour chaque groupe. Mais sauf qu'en fait, ce n'est pas possible parce que sur cette semaine-là, il y a un pont. Donc, voilà. En fait, en présentiel, à cause des demi-groupes, il faut utiliser 2 semaines entières de TD pour faire un CC. Et c'est trop coûteux. Voilà. Mais bon, peut-être que mes collègues ont trouvé une autre solution. Hier, on n'en avait pas d'autre. Mais vous serez tenu au courant par Monsieur Suplewski très vite aujourd'hui. OK? Moi, j'ai une question par rapport au Oui. cours, s'il vous plaît. Oui. En fait, c'est pour savoir, est-ce que c'est possible qu'on ait des gènes qui soient génétiquement liés et physiquement indépendants ou l'inverse? Non. Alors l'inverse, oui, mais si vous avez 2 gènes qui sont génétiquement indépendants, ça veut dire que à chaque méiose, ils sont séparés par recombinaison. D'accord? Par recombinaison, du coup, soit par brassage interchromosomique, soit par brassage intrachromosomique. OK? Ok. Mais par contre, ça,